Avant-propos. J'ai rencontré Andreï Tarkovsky un après-midi d'été, dans une salle de cinéma art et essai. La salle était fraîche, quasi déserte. Une sorte d'atmosphère où l'on n'a plus envie de faire la sieste que de regarder un film. On projetait Les Trois couronnes du matelot de Raoul Ruiz. J'ai commencé à m'évader de l'attraction terrestre. À la fin, j'allais rentrer chez moi, mais il faisait beaucoup trop chaud. J'ai pris un Canada Dry à la terrasse d'un café. Les glaçons fondaient instantanément dans le verre. Il fallait que je me réfugie au frais, soit le musée, soit un nouveau film. Je ne comprenais pas le titre, Stalker. Je ne connaissais pas le réalisateur, Andreï Tarkovsky. L'affiche était énigmatique. J'ai donc pris un billet pour dormir 1 heure et demie. Depuis, Andreï ne me quitte plus. Je suis entré dans un univers tout d'abord incompréhensible, puis je m'y suis glissé sans aucune volonté de comprendre. Un lâcher-prise total, intégral. On jaillit des émotions jamais ressenties auparavant. Je suis ressorti de la salle avec la volonté de poursuivre dans le cinéma. J'avais trouvé ma voie. Et puis, j'ai laissé Andreï reposer dans un recoin de mon âme. Quelques décennies plus tard, Andreï Tarkovsky m'est revenu lorsque j'étais en partance pour l'Antarctique, lui et la globalité de son œuvre. Sur plusieurs voyages et quelques centaines de visionnages, il m'est apparu évident de lui tendre la main. Le présent roman est le fruit de cette rencontre. Je tourne sans but ma tête sur la gauche en sachant qu'elle repartira sur la droite quelques secondes plus tard. C'est le plus souvent ce que l'on fait pour passer le temps, comme on dit. Mais là, sur la banquette, assis, à 2-3 mètres de moi, légèrement sur ma gauche, la révélation. Je suis tétanisé, ma bouche à peine entr'ouverte, un air sans doute un peu niais. J'accommode parfaitement ce coup-ci. Il est net, pas de doute. C'est le sauveur. Une moustache fine, de longs cheveux ondulés, des pommettes creusées avec quelques poils lâchés par-ci par-là recouvrant abondamment le menton, un nez allongé et étroit, un visage allongé et étroit, des lèvres minuscules, un cou tubulaire, un regard perdu au fond de soi-même, des yeux mi-clos qui clignent très rarement, des sourcils bruns incroyablement étirés et d'une finesse telle qu'un crayon n'aurait pu la reproduire. Un long manteau bleu-vert descend des épaules, ses mains posées sur ses genoux, ses mains démesurément longues. Même assis, il paraît immense. Même sans voix, il semble s'adresser à tout un peuple. Il rayonne la vie, ou bien la vie rayonne de lui. Il ne lui manque plus que l'aura au-dessus de la tête, et tous les passagers seraient jetés à ses genoux. Comme avec mon tableau de Klimt, je suis aspiré par mon icône de Roublev. À plus de 6 siècles de distance, je vois Roublev peindre sur les murs des cathédrales moscovites, avec sa patte à lui, ses couleurs à lui, sa fraîcheur à lui. Tout un univers que j'abhorrais jadis et que j'ai appris à apprécier autour de la vie de Jésus. La nativité, le baptême, l'annonciation, la transfiguration, des mots qui me faisaient horreur, des œuvres qui m'ont ébloui. Et pourtant, je ne suis jamais allé à Moscou. Je n'ai jamais vu de visu une seule icône de Roublev. Je ne savais même pas qu'il avait existé un jour. Il a fallu que je découvre une pellicule d'Andreï Tarkovsky. Il a fallu que j'attende les 15 dernières minutes de son œuvre monumentale pour que je tombe amoureux d'une icône. Il a fallu qu'il ose montrer pendant un quart d'heure, en gros plan, une série d'icônes en couleur dans un film noir et blanc, sans mots, uniquement de la musique, sans explication, uniquement des sons, uniquement des couleurs et des formes tellement grossies qu'on ne peut comprendre de qui ou de quoi il s'agit. Andreï, tu viens t'asseoir juste en face du sauveur de Roublev.
Tu serres dans ta main gauche le bouquin que tu as écrit il y a quelques années, peu de temps avant de mourir. Bouquin empli de mysticisme que j'ai lu il y a fort longtemps et dont je ne me rappelle plus le titre. La couverture est contre toi. Je ne vois que ta tête en quatrième de couverture. Je n'y ai pas retrouvé la grandeur de tes œuvres. Je veux dire, de tes œuvres filmées. Par certains côtés, je t'ai même trouvé un peu aigri. L'amertume de celui qui sait face à ceux qui ne savent pas. Je comprends bien qu'on ne t'a pas facilité les choses. Enfin, ton gouvernement a tout fait pour te bâillonner. Et c'est sans doute cela, cette contrainte extrême, qui t'a poussé à créer des miracles, à faire jaillir des stalkers de la zone, à aider des Ivans à survivre un jour de plus dans des champs de mines, à brûler des maisons pour s'enfermer dans le mutisme, à peindre des icônes pour s'élever au-dessus des hommes. Ce dernier plan sur le sauveur de Roublev m'a paralysé et me paralyse encore aujourd'hui. J'ai cherché et je cherche encore pourquoi tu as clôturé Andrei Roublev sur le sauveur. Tu es assis en face de moi et j'aimerais te le demander tout simplement, sans arrière-pensée, comme on demande à un ami pourquoi il a mis ce soir-là cette cravate. Car ce sauveur, tu aurais pu l'insérer au tout début du film ou le coincer avec d'autres icônes, mais non. Tu me l'as jeté à la toute fin du long métrage, juste avant les chevaux, c'est vrai. Alors Andrei, c'est pour moi que tu l'as mis là? Pour m'aider moi aussi à créer une œuvre qui me sauvera? Pour créer enfin une œuvre dont je sois fier? Une œuvre sur laquelle je n'aurais pas peur de mettre mon nom? Une œuvre qui viendrait de mes tripes et de mon âme? Mais je n'ai plus la force, Andrei, de produire cela. Ce n'est même plus une question d'inspiration, d'angoisse, d'argent, de... Non, c'est ça, Andrei. Je n'ai plus la force. Tu as dû ressentir cela, toi aussi, quand tu es resté bloqué dans ton pays, forcé à tourner des films dans ton pays. Et alors, tu as trouvé la force de tout lâcher, même ceux que tu aimais, pour aller filmer en Italie et en Suède. Cela t'a détruit aussi, mais tu as mis ton œuvre au-dessus de ta destruction. C'est à cela que sert ton sauveur? Je dois bouger moi aussi? Je dois quitter ceux que j'aime? Je dois trouver la force dans une autre dimension? Un autre lieu? Ah, c'est ça, André. Tourne ta tête et dis-moi enfin si c'est bien dans cette direction-là que je dois maintenant écrire. Mais quel lieu? Un lieu perdu? Un lieu enfoui? Un lieu inaccessible? Un lieu oublié? Serena? Oui, Serena, qu'y a-t-il? Tu me sens bien soucieux tout d'un coup. Tu as quelque chose à me dire? Oui, Ah, c'est grave. oui, Ah, c'est entre toi et moi? oui. Ah, alors c'est grave. Oui, c'est grave, Serena. Mais ce n'est pas triste. C'est juste définitif. C'est donc terminé entre nous? C'est ce que tu essaies de me dire? C'est ce dont tu as le plus grand mal à m'avouer? Non, Serena. Je n'ai aucun mal à t'avouer. Au contraire. Au contraire, Au contraire. J'ai un projet à t'avouer. un projet. Il n'y a qu'à toi que je peux avouer mon projet. C'est un projet d'amour. Il y englobe toute l'humanité. Il t'y englobe aussi. Mais je ne peux m'y rendre que seul. Mon projet est un lieu oublié. Tu m'entends, Serena? Un lieu oublié. Qu'entends-tu par un lieu oublié? Je vais lâcher ma vie actuelle. Je vais me libérer de tous mes liens, quels qu'ils soient. Tu m'entends, Serena? Quels qu'ils soient. Ma famille, mon œuvre, mon argent, mes honneurs, mon nom. Et toi, Serena, toi aussi. Personne n'est au courant. Seul mon éditeur et ma femme seront dans la confidence. Mais qu'entends-tu par un lieu oublié? As-tu déjà rêvé d'un endroit sur Terre où tu aurais voulu aller vivre et où tu n'as jamais mis les pieds? Ah oui, 2 ou 3. Non, non, réfléchis vraiment.
Hey, concentre-toi. Je n'en veux qu'un seul. Ouais, ça y est, je l'ai. J'ai mon lieu rêvé. Bien. Là, tu as ton lieu rêvé. Eh bien, ton lieu oublié, c'est exactement le contraire. C'est l'anti-rêve, l'anti-joie, c'est l'anti-flânerie. C'est l'endroit où tu n'as qu'une seule idée en tête, une seule obsession, toi. Le monde extérieur n'existe plus. Tu es coupé de l'humanité. Tu n'interagis qu'avec le seul être en qui tu peux, ou tu veux, ou tu aimerais avoir confiance. Toi. Je pars avec 2 cahiers, peut-être 3, vierges, et un seul stylo. Mon idée initiale est de me recueillir, de me retrouver. Mon lieu oublié ne me connaît pas. Mon lieu oublié ne parle pas ma langue. Je minimiserai les interactions avec autrui. On m'amènera la nourriture 1 fois par mois. Et 1 fois par mois, mon lieu oublié sera entièrement nettoyé. J'ai une vague idée de l'endroit exact où se trouve mon lieu oublié. Mais j'ai une idée précise des interactions que je ne veux plus avoir avec quiconque. Et de celles que je veux désormais entretenir avec moi-même. Et tu as besoin de ce lieu oublié pour interagir avec toi-même. Et je n'interagis plus avec moi, Serena. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je n'interagis plus avec moi. J'écris des livres, des pièces de théâtre, je passe à la télé, à la radio, on voit ma signature dans les journaux. Avec qui j'interagis? Je te le demande. Des comédiens, des banquiers, des politiciens, des journalistes, des metteurs en scène. Des bibliothécaires. Non, une bibliothécaire, au sein lourd et à la chatte pulpeuse. Si toutes les bibliothécaires avec tes seins et ta chatte, on serait moins inculte dans notre pays. Ce n'est pas un problème de culture. C'est un problème de moyens, donc d'argent. Non, ce n'est pas un problème d'argent malheureusement, c'est un problème d'éducation. Et l'éducation, tu la finances comment? Mais on n'a pas besoin de l'État pour financer l'éducation. Bien sûr, ça aide. L'éducation doit d'abord commencer à la maison. On ne l'a que trop oublié. Tu es un sale vieux réactionnaire. Tu vas voir ce qu'il va encore te faire, ton sale vieux réactionnaire. Ah non, je viens de me doucher. La réplique type de la bourgeoise triomphante. Salaud. Ah, c'est comme ça que je t'aime. Je me lève, j'enjambe 2 ou 3 tasses brisées au sol. J'allume la lumière, je prends ma valise, je l'ouvre, retire un stylo bleu et un cahier vierge. Je reviens m'asseoir à ma table. J'ouvre mon cahier. Les pages sont toutes blanches. J'enlève le capuchon bleu de mon stylo bleu. Je me mets à regarder devant moi. Cela dure 5 minutes, 6 peut-être. Ensuite, mes yeux fixent la page blanche, le stylo bleu se plante sur la page blanche et commence à danser. Cela dure sans doute une éternité, peut-être plus. Les pages bleuissent à une rapidité effrayante. Les pages impaires comme à l'accoutumée. J'ai gardé cette habitude de ma première pièce. Les pages impaires, le texte. Les pages paires, d'éventuelles corrections, des notes, des remarques, du vide la plupart du temps. Je ne sais pas dans quelle langue j'écris. Je ne sais pas si les phrases ont un minimum de cohérence et de compréhension. Je ne sais pas si les mots eux-mêmes ont déjà été vus dans un dictionnaire d'une lointaine ethnie perdue au-delà du fleuve Amazon. Je ne sais pas si les caractères formant les mots n'ont pas été guidés il y a quelques siècles par de mystérieux extraterrestres. Je ne sais rien de ce spectacle qui griffonne tantôt de gauche à droite, tantôt de droite à gauche, tantôt à partir du centre, concentriquement vers l'extérieur, tantôt du haut vers le bas, tantôt du bas vers le haut, les pages impaires de mon cahier. J'aime ce crépitement de la pointe de mon stylo bleu sur les pages impaires de mon cahier. Ce que j'écris sur les pages impaires de mon cahier doit sans doute être d'une très grande qualité pour produire une telle mélodie, suave, rythmée, quelques silences, des mazurkas endiablés, parfois du morse, rarement de la symphonie pour ascenseur. Tout à coup, j'ai faim, ou plutôt j'ai mal au ventre, ou plutôt une sensation de parenthèse dans le processus de création. Je me lève, je me dirige vers le placard, je l'ouvre,
et je me rends compte qu'il contient une multitude de victuailles de type conserve, viande sèche, pâtes, pain, œufs, etc. Une sorte de grosse saucisse rougeâtre avec un morceau de pain noirâtre font l'affaire avec un énorme couteau de boucher assassin. Je prends place de nouveau à côté de mes pages impaires, que je saupoutre de miettes de pain et de taches de gras au fur et à mesure que mon estomac se remplit et que mes idées sautent de mon cerveau sur mon cahier. Je lève les yeux et vois le plongeoir. Avec leurs petites pattes, mes idées sautillent de mon crâne dégarni, certains disent méchamment chauve, pour finalement glisser en faisant quelques pirouettes sur le plongeoir. Là, elles attendent en se bousculant. Certaines tombent sur la table et n'arrivent pas à atteindre les pages impaires de mon cahier. Elles sont définitivement perdues. D'autres s'envolent et disparaissent à jamais en dessinant de magnifiques figures acrobatiques. Des malpolis tentent de passer devant les autres. Des timides restent derrière, mais tôt ou tard sautent tout de même. Il y a de la place pour tout le monde. Les noirs, les sans queue ni tête, les brouillonnes, les clairs, les géniales, les phares. Les unes après les autres, pas nécessairement avec le même rythme, elles atterrissent sur les pages impaires de mon cahier que mon stylo bleu matérialise. Certaines ne sont pas mûres, et mon stylo bleu rageusement les raye. D'autres doivent sans doute avoir de l'importance, car mon stylo se permet de tirer 3 lignes bleues par-dessous. À la relecture, une ou deux se voient apposer un caractère ressemblant fortement à un point d'interrogation. On ne peut pas dire que c'est mauvais signe, ni d'ailleurs que c'est bon signe, juste qu'on peut douter de leur pertinence, ou de leur compréhension, ou de leur valeur, ou de leur position à l'endroit même où le stylo bleu a bien voulu les coucher. Je prends alors conscience du rôle inquisiteur de mon stylo bleu, ayant droit de vie ou de mort sur toutes les idées sautant de mon plongeoir. Il va falloir que j'aie une petite explication avec lui d'ici peu, me dis-je intérieurement. De toute manière, je n'ai rien à espérer de lui. Il vit sa vie en toute indépendance depuis que les 4 fenêtres et la porte d'entrée ont été cloîtrées. Même quand je vais remplir le pichet d'eau à l'évier, ou que je prends un paquet de biscuits dans le placard, ou que je me fais couler un semblant de café pour me reposer 5 minutes, lui, il continue à bleuir les pages impaires de mon cahier. Et il m'arrive assez souvent d'avoir 5 à 6 pages supplémentaires entièrement recouvertes d'hiéroglyphes bleutés en mon retour de ma phase de repos. Aussi, quand je vais dormir, je fais bien attention de recouvrir mon stylo bleu de son capuchon et de le ranger dans le tiroir du placard, à gauche, avec le cahier dans le tiroir du placard, à droite. Je vérifie ainsi 2-3 fois que le stylo bleu est bien rangé à gauche dans son tiroir et que le cahier est bien rangé à droite dans son tiroir. Je peux sereinement m'allonger dans mon lit, tirer 2-3 couvertures sur moi car les nuits deviennent de plus en plus fraîches et jouir pleinement d'une nuit réparatrice.